conférence intitulée « Diversité des talents pour des métiers passionnants », ou plutôt « Recruter et intégrer en alternance des travailleurs handicapés dans votre entreprise ». Pour animer cette conférence, nous avons 4 intervenants que je vais présenter. Donc, je vais d'abord commencer par Isabelle Régnier, donc chargée d'études et développement à l'AGEFIP, délégation régionale Nouvelle-Aquitaine. Donc l'AGEFIP est chargée de soutenir le développement de l'emploi des personnes handicapées et pour ça, il propose des services et des aides financières pour les entreprises et les personnes. On continue par Sophie Outre. Donc Sophie, vous êtes consultante handicap et emploi, chargée de mission sur l'alternance. Cap Emploi Gironde déploie une offre de services à destination des personnes handicapées et des employeurs privés et publics visant à favoriser le recrutement et l'intégration des collaborateurs handicapés dans les entreprises. Tout à fait. Voilà. À votre droite, nous avons donc Vanessa Quero, chargée d'appui et de développement du Centre Ressources Formation Handicap. Le CRFH constitue sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine une ressource au service de la politique régionale de formation des personnes en situation de handicap. Et enfin, nous avons donc Rui Neto, directeur régional de l'opérateur de compétences OCAPIAT. OCAPIAT, c'est l'opérateur de compétences de la coopération agricole, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie alimentaire et des territoires. Voilà. Alors, avant de débuter cette conférence, il me semblait intéressant de donner quelques chiffres introductifs, pour pouvoir un peu poser le contexte. On sait aujourd'hui qu'il y a 2,9 millions de personnes reconnues en situation de handicap, ce qui correspond à peu près à 7% environ de la population des 15-64 ans. On sait également que le taux de chômage des personnes en situation de handicap ou là, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, travailleurs handicapés, est de 16%. Donc un taux de chômage qui est bien supérieur par rapport aux autres publics. Pour autant, on sait aussi que 80% des handicaps sont invisibles, que 85% des situations ne nécessitent pas d'aménagement, ce n'est pas le frein qui fait que. Et néanmoins, une note plutôt positive, c'est qu'on constate qu'effectivement, en 2021, il y a une hausse importante du recrutement des personnes en situation de handicap qui était de 26%. Donc ce n'est pas négligeable et je pense que les entreprises du périmètre CAPIAT, en l'occurrence, peuvent effectivement s'interroger, se questionner sur ce chiffre qui est plutôt positif et qui est plutôt intéressant. Pour commencer, 4 intervenants, 4 questions. Voilà, donc on va commencer d'abord par la GFIP. Première question, on en est évidemment sur le thème du recrutement et de l'alternance. D'abord, première question, c'est comment et pourquoi élargir sa politique de recrutement en alternance en intégrant des travailleurs handicapés? Eh bien, on va y aller. Pour rebondir, déjà, on va peut-être aborder le point de qui est concerné, finalement, quand on parle alternance, quand on parle handicap. Les contrats en alternance, donc, ce sont bien sûr les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. La particularité concernant les personnes en situation de handicap est qu'elles sont concernées quel que soit leur âge. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap concernant l'alternance. Ça, c'est la première chose. Et puis, on peut avoir ou être tenté en tant qu'employeur de se dire on va ouvrir un poste pour une personne en situation de handicap, quel que soit le motif, la raison évoquée. Et ce n'est pas forcément la meilleure idée, c'est plutôt l'idée d'ouvrir finalement l'ensemble de ces postes à des personnes en situation de handicap, puisque le handicap, ça recouvre des champs très très larges. On dit qu'il y a cette famille de handicap et vraiment, voilà, ils sont, vous disiez, invisibles pour la plupart. Donc vraiment d'ouvrir l'ensemble de ces postes, c'est l'idée, le fil conducteur en termes de recrutement d'alternance. Et puis donc sur le pourquoi recruter des personnes en situation de handicap, notamment sur des contrats en alternance. Déjà, premièrement, ça permet de développer la démarche sociétale, on va dire, de l'entreprise, développer sa marque employeur. L'idée, c'est pas tellement de développer une politique handicap à proprement parler, mais c'est plutôt d'intégrer cette démarche dans la politique, dans les actions que mène globalement l'entreprise, de l'intégrer dans sa démarche RSE, diversité, inclusion, de ne pas en faire un sujet à part entière. Et puis, il y a l'aspect un petit peu communication de marque employeur, puisque que ce soit auprès de partenaires, de candidats potentiels, de sources,
fournisseurs de candidats potentiels aussi, de ses propres salariés aussi, qui peuvent faire des démarches. Voilà, il est important de communiquer sur son engagement, sur son ouverture, on va dire globalement. Ensuite, il y a le côté simplement en volume, c'est-à-dire que le fait d'élargir, de diversifier son sourcing, ça va permettre peut-être de toucher des candidats qu'on ne touchait pas habituellement, soit en challengeant ses contacts habituels, notamment les centres de formation, qui peuvent être des sources de candidats. Donc le fait de leur dire qu'on est ouvert peut faire qu'ils vont nous proposer des candidats que peut-être ils réservaient, entre guillemets, à des entreprises qui s'étaient manifestées sur le sujet. Et puis, ça peut être aussi en termes de financiers aussi, c'est-à-dire pourquoi développer l'alternance. L'aspect financier, ça va concerner donc majoritairement les entreprises qui ont 20 salariés ou plus par rapport à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et en revanche, pour toutes les entreprises, il y a un aspect financier qui les concerne toutes, c'est les aides à l'embauche, puisque l'AGEFIP abonde en complément des aides de l'État, donc des 6 000 € là actuellement, donc qui sont versés par l'ASP via l'enregistrement du contrat à Ocapiat. Donc il faut faire une demande à part sur le site de l'AGEFIP pour bénéficier d'aides à l'embauche, donc des aides incitatives qui n'ont aucun rapport avec le pourcentage de handicap de la personne. Le tout, c'est qu'elle ait un titre de bénéficiaire, comme vous le disiez, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc cela peut être concrètement une RQTH ou un autre titre de reconnaissance de handicap, comme une rente suite à un accident du travail, par exemple. Donc cette aide-là, elle est à demander en ligne, et le montant, pour donner une indication, c'est 2 500 € pour un contrat d'apprentissage de 2 ans ou 4 500 € pour un contrat de professionnalisation sur la même durée. Donc des sommes importantes que pour tout type d'employeur, quelle que soit la taille de l'entreprise. D'accord. Je suis une entreprise, je veux me renseigner un peu plus sur ces informations. Je vais où, vous avez un site dédié? Oui, tout à fait. On a un site, le site agefip.fr. On a un espace employeur. Et puis après, je passerai le relais à ma consoeur à côté de Cap Emploi, qui peut effectivement aussi aider sur tout ce qui est besoin en recrutement, voilà, pour justement permettre de diversifier ce sourcing. Et puis aussi, en tant qu'employeur, on peut déposer des offres sur le site de l'AGEFIP. Il y a un espace emploi. Alors, ça concerne toute offre, tout type de contrat, en alternance ou pas seulement. Et puis sur le deuxième point, vous me disiez pourquoi, et puis il y a le comment on fait. Donc justement, ça va être le lien aussi avec Cap Emploi. Donc ça peut être, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, d'aller informer ses contacts habituels de son ouverture, de son engagement, pour qu'ils pensent à nous. Voilà, donc c'est vrai pour l'alternance, c'est vrai pour tout type de contrat. Ça va être aussi de participer, de communiquer, je le disais. Donc communiquer, ça va être sur son site internet, sur ses offres d'emploi, de mettre une mention handicap, par exemple, sur ses offres d'emploi. Donc vraiment de communiquer, de le dire à ses centres de formation partenaires, et puis de participer à des événements. Donc ça peut être aujourd'hui, en regardant voilà cette vidéo, ça peut être en participant à des forums, à des job dating, etc. Donc vraiment en communiquant de façon globale, en participant à des événements, et puis en pensant aussi, alors déjà solliciter les acteurs incontournables du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap Emploi, aujourd'hui présent, les missions locales également, qui accompagnent les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Voilà, ils sont au contact du public. Tout à fait. Et il y a donc après d'autres contacts potentiels comme les entreprises adaptées, les ESAT, les établissements, les services de reconversion professionnelle. Donc il y a bien sûr d'autres acteurs qui œuvrent pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, avec les incontournables que constitue le service public de l'emploi, notamment Cap Emploi. Ok. Je suis une entreprise, donc je vais sur le site de la GFIP, puis après on va parler de Cap Emploi, mais si je veux réfléchir plus globalement à la politique RH, qu'est-ce qu'il propose? La GFIP propose quelque chose? Tout à fait. Alors il y a deux niveaux de service, entre guillemets, qui est proposé directement par les conseillers de la GFIP. Donc il y a un accompagnement personnalisé. On va accompagner l'entreprise pour identifier les leviers au sein de l'entreprise pour intégrer le handicap globalement, de façon transversale dans ses pratiques, donc ses pratiques RH. Je l'évoquais, les mentions sur les offres d'emploi, etc., au moment de l'intégration de la personne, mais aussi en termes notamment de communication. Donc c'est vraiment faire un état des lieux, un diagnostic de ce que fait l'entreprise, et puis co-construire avec elle un plan d'action. Donc ça, c'est une première chose. Après, si elle a un besoin individuel, c'est-à-dire elle a un besoin précis en recrutement, elle peut s'adresser à des acteurs comme Cap Emploi. Maintenant, si elle souhaite
plus globalement voilà, s'inspirer de ce que font les autres aussi. Elle peut participer à des événements notamment que l'on organise dans le cadre du réseau des référents handicap ou bien des événements qui sont organisés par Ocapiat. Ok, donc on mettra ces différentes informations et liens sur le site, également en lien avec la vidéo. Voilà. Donc les personnes qui nous écoutent pourront y avoir accès. Donc je réfléchis à ma politique globale de recrutement, mais à un moment donné, voilà, j'ai besoin de trouver du public, d'avoir des sources vives qui ont des compétences d'ailleurs, il ne faut pas qu'on l'oublie, hein, il y a quand même cette notion-là, mais voilà, moi en tant que chef d'entreprise, il y a une question que je peux me poser, j'ai cette politique, mais comment est-ce que je fais pour sourcer et faciliter l'intégration en entreprise d'une personne qui est travailleur handicapé? Tout à fait. Je m'adresse au Cap Emploi. Alors le Cap Emploi, oui, effectivement, va pouvoir accompagner et va avoir une offre de services orientée vers les personnes en situation de handicap pour travailler effectivement l'élaboration d'un projet professionnel, mais également au rétablissement de la personne. Et va pouvoir aussi avoir une offre de services envers les entreprises privées et publiques, quel que soit leur effectif. Donc on va pouvoir travailler et accompagner avec l'entreprise toute l'ingénierie de formation éventuellement, par exemple pour l'alternance, éventuellement les accompagner aussi sur les aides financières mobilisables et aller jusqu'à l'aménagement de la situation de travail en fonction du besoin de la personne sur l'environnement de travail en question. Voilà. Après, on accompagne aussi également les personnes qui ont des projets. Alors, je fais un petit zoom quand même sur le champ de l'alternance, puisque effectivement, c'était le sujet aujourd'hui. C'est de dire qu'effectivement, on a un programme très spécifique pour les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient aller sur des projets effectivement en alternance et pour lesquels on va les accompagner par étapes jusqu'à la mise en relation avec l'entreprise et mettre au cœur en fait l'humain, on va dire, dans le projet du recrutement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va effectivement davantage mettre en place et mobiliser la rencontre entreprise. Voilà, le but c'est vraiment qu'il y ait du lien entre eux, puisque effectivement une personne en situation de handicap, avant tout c'est un humain avec une certaine compétence. Et aujourd'hui on accompagne une majorité de personnes en reconversion pour lesquelles il faut effectivement retravailler l'ensemble du projet. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on utilise en tout cas de manière assez courante et surtout dire aux entreprises qu'ils ne sont pas seuls et peuvent être vraiment accompagnés dès le début de la phase de sourcing de recrutement jusqu'à effectivement l'aménagement de la situation de travail au sein même de leur société pour la personne. D'accord, je suis chef d'entreprise, j'ai une personne que je trouve assez intéressante qui a des compétences qui m'évoque, parce qu'on a eu un bon contact, qui m'évoque, voilà, elle a quelques réserves médicales, et donc du coup elle a une RQTH. À ce moment-là, effectivement, l'entreprise peut venir vers vous pour analyser cette situation, on va dire, individuelle. Et complètement. Voir ce qui est à mettre en place ou pas, comme on l'a évoqué en introduction. Tout à fait. C'est vraiment de l'accompagnement individuel. Il y aura un diagnostic par rapport à la personne et il y aura aussi un diagnostic au niveau de l'entreprise, des solutions de compensation qui peuvent être mises en place. On a un pôle spécialisé à ça qui va intervenir et effectivement diagnostiquer la situation pour pouvoir trouver ensemble des solutions les plus adaptées, autant pour le futur, on va dire, alternant, que l'entreprise qui l'accueillera. D'accord. Et là, c'est vraiment sur la situation de travail. Tout à fait. On est d'accord. Oui. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Du coup, on va parler aussi quand même, et c'est le sujet de l'alternance, et notamment du contrat d'apprentissage. Alors, on a évoqué que effectivement les aménagements ne sont pas nécessaires, mais des fois, pour certains publics, il y a une nécessité d'aménagement pédagogique, d'aménagement de la formation, parce qu'un contrat d'apprentissage, c'est à la fois un temps de formation sur poste, mais également un temps de formation en centre de formation. Et là, je crois savoir que le CRFH intervient. Et donc la question que je vous pose, c'est voilà, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, comment sécuriser un parcours de formation et que fait le CRFH dans ce cadre-là? Bien sûr. Alors peut-être déjà rappeler que les missions justement du CRFH s'inscrivent dans le cadre d'une politique régionale qui est concertée entre différents acteurs institutionnels, la région Nouvelle-Aquitaine, la GFIP, le FIPHFP, l'État et puis aussi l'Agence régionale de santé. Cette politique concertée, elle s'inscrit dans le cadre d'un cadre qui est posé par le législateur. Donc, il y a une loi qui existe depuis 2005 qui pose cette obligation de rendre accessibles les différents domaines de la vie en société, donc y compris l'emploi et la formation.
Cette loi, elle pose différents principes qui sont déjà les principes de non-discrimination à l'intégration, et puis un principe aussi de responsabilité qui est posé sur l'environnement, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui, à un moment donné, peut avoir des répercussions sur une situation, sur la situation d'une personne, et amener à envisager donc des solutions, à rechercher des solutions pour compenser. Donc c'est ce que vous disiez en préambule, hein, Olivier, hein, toutes les situations ne vont pas forcément requérir de mettre en place des aménagements, mais par contre, dans un environnement donné, la personne pourra être confrontée à des difficultés et aura besoin qu'on étudie les moyens de les compenser. Donc cette loi de 2005, elle vient vraiment poser cette responsabilité de l'environnement, et elle est suivie d'autres lois. Et donc les plus essentielles, c'est la loi de 2014 qui confie notamment le sujet de l'accessibilité des formations à la région Nouvelle-Aquitaine. Là où avant elle était la compétence de l'État, mais en Nouvelle-Aquitaine particulièrement, les partenaires ici présents sont vraiment volontaristes et travaillent de concert justement pour créer les outils, pour pouvoir outiller justement les employeurs, mais aussi les centres de formation. Donc plus récemment, on a une loi, la loi de 2018, qui vient renforcer cette obligation d'accessibilité en précisant justement qu'il faut un référent handicap. Pourquoi ? Parce que ça va être la première, on va dire, le premier contact pour une personne qui intègre un centre de formation et donc qui a besoin qu'on étudie ses besoins dans le cadre de ses apprentissages. Donc le CRFH, pour ça, va accompagner tous ces acteurs qu'on a cités à identifier la situation de handicap. Hein, c'est vraiment le préambule, hein, la situation de handicap. Le handicap est avant tout situationnel, puisqu'effectivement, certaines fois en entreprise, le poste sera adapté, répondra aux besoins de la personne, il n'y aura pas besoin de mettre en place des adaptations, mais peut-être que sur les temps d'apprentissage théorique en centre de formation, il y aura des choses à penser pour rendre accessible la formation. Voilà, donc pour sécuriser effectivement des parcours de formation, l'idée ça va être de travailler avec tous les acteurs, identifier les moments où la personne va pouvoir être en difficulté et puis rechercher ensemble des solutions pour aménager pédagogiquement, de façon organisationnelle, vérifier aussi que les bâtis sont accessibles par rapport aux situations de handicap, hein, qui peuvent être diverses et variées. Et donc, cette méthode qu'on présente, c'est une méthode partenariale, hein, c'est une méthode avant tout de rencontre, d'expertise de différents acteurs qui ont une connaissance de la situation de handicap, encore une fois, et qui vont pouvoir, avec la personne qui va être au cœur de cette réflexion, déterminer quelles sont les solutions d'aménagement qui vont être les plus utiles sur le parcours, et notamment le parcours en apprentissage. L'idée, c'est évidemment de le mettre en place, idéalement, avant, effectivement, peut-être l'entrée en formation, pour l'anticiper. Ça, c'est toujours mieux. Oui, voilà, c'est quand même, il y a cette idée-là. Ce dont vous faites référence, c'est le dispositif AXEA, c'est ça ? Vous pouvez rappeler l'acronyme d'AXEA ? Alors, justement, il n'y a pas d'acronyme. Ça ne veut rien dire. Voilà, c'est pas un acronyme. Simplement, on peut imaginer accès, accessibilité, accès à la formation. Ce dispositif, effectivement, vient illustrer la méthode partenariale puisqu'il permet de mettre autour de la table la personne, les acteurs, le Cap emploi, le référent de parcours, le centre de formation, l'employeur, pour justement réfléchir aux leviers, les leviers méthodologiques, pédagogiques, organisationnels. Et puis s'il y a des surcoûts qui sont générés par justement la mise en œuvre de ces adaptations, réfléchir aussi aux moyens de pouvoir les financer. Donc c'est ce qu'ont présenté les collègues de la GFIP et de Cap Emploi. Une question pour les entreprises qui nous écoutent. L'AXEA, qui le sollicite, c'est l'employeur ? Mais c'est qui en fait ? Parce que là, on a des entreprises qui nous écoutent, donc ça se trouve, ils vont appeler très certainement la GFIP Cap Emploi, mais voilà, est-ce qu'ils doivent prendre contact avec vous ou c'est de manière beaucoup plus indirecte ? Expliquez-nous. C'est d'une manière plus indirecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce que je posais dans le cas quand je parlais de la loi de 2005, celle de 2014, celle de 2018. Il y a une responsabilité qui repose sur les centres de formation de rendre accessible la formation sur tous les temps de la formation en centre, la formation en entreprise, donc chez l'employeur, et puis les temps aussi de positionnement, de sélection et les examens. Donc l'AXEA est mobilisé par un centre de formation qui
lui, a besoin de l'expertise de ces acteurs pour pouvoir trouver les solutions d'aménagement. Et l'employeur est un acteur à part entière qui va pouvoir dire voilà comment l'organisation du travail se décline, les conditions de travail, le rythme de travail, les exigences du poste aussi, pour pouvoir réfléchir en fait au levier d'apprentissage, puisque la formation se fait en entreprise aussi. Parfait, merci. Là aussi, on mettra les différents liens Cap Emploi Gironde et également du CRFH en accès aux personnes qui nous écoutent. Ça va être maintenant au tour de Capiat. Une question importante, mais quelle est l'intervention justement de l'OPCO? Alors, sur l'alternance, on le connaît, mais plus spécifiquement dans le cadre du contrat d'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Quel est le rôle de l'OPCO? Disons qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention. Je dirais que le premier niveau d'intervention, c'est d'informer et de conseiller nos entreprises. C'est-à-dire que c'est simplement donner l'information aux entreprises sur l'existence des acteurs, des partenaires, relayer les demandes des entreprises auprès des acteurs. Alors, pour ce faire, on intervient dans le cadre d'une convention cadre avec la GFIP que nous avons signée. C'est une priorité nationale pour Capiat en 2023, donc on a déjà ce premier niveau d'intervention qui est d'informer les entreprises sur les leviers qu'elles ont, les moyens qu'elles ont à leur disposition et les acteurs qu'ils ont à côté d'eux sur les territoires pour, je dirais, développer l'emploi des personnes alors en situation de handicap ou handicapées, en tout cas des personnes cibles. Ça, c'est le premier niveau d'intervention, donc l'information et le conseil qui se fait à la fois par nos conseillers territoriaux et à la fois aussi avec les partenaires lors de webinaires. C'est-à-dire qu'on a des actions en commun d'information auprès des entreprises. Et cette conférence aujourd'hui en fait partie et s'inscrit dans cette dynamique. Premier niveau d'intervention, c'est le deuxième niveau d'intervention. Alors plus précisément par rapport à votre question sur le contrat d'apprentissage, la loi, elle pose en 1er janvier 2021 le principe d'une majoration des contrats d'apprentissage pour les personnes qui ont une reconnaissance soit de la qualité de travailleur handicapé, soit de différents nombres qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et donc dans ce cadre-là, nous en tant que financeurs des contrats d'apprentissage, nous opérons sur demande des centres de formation d'apprentis, après une analyse de leur part des situations, est-ce que vous évoquiez, Vanessa, de la nécessité d'adapter la formation, eh bien il y a une majoration des coûts pédagogiques qui va jusqu'à 4 000 €. Donc ça, voilà, un niveau d'intervention sur l'information et le conseil auprès des entreprises, un niveau d'intervention plus directement sur les coûts pédagogiques d'une formation lorsqu'il y a nécessité d'adaptation des conditions. Et enfin, je dirais un niveau de toute façon aussi de construction avec les partenaires. Voilà, puisque vous avez cité tout à l'heure le conseil régional, il y a des concertations territoriales aussi. Et ensemble, sur le territoire néo-aquitain, nous travaillons avec la région, mais aussi avec d'autres acteurs, et avec vous évidemment, sur ce qui est à mettre en place et à développer pour, je dirais, favoriser l'emploi des personnes handicapées. Aujourd'hui, de mémoire, c'est 2,8% des contrats d'apprentissage qui se destinent à une personne en situation de handicap, et la moitié font l'objet d'une majoration. Donc ça démontre bien là aussi, effectivement, qu'il n'y a pas nécessairement de besoin d'aménagement. Par contre, quand c'est nécessaire, et qu'effectivement les gens ont envie de permettre à travailleurs handicapés d'être embauchés en contrat d'apprentissage, voilà, qu'il y a des moyens tout à fait possibles à mobiliser et à mettre en place. Si je peux me permettre, bien sûr. J'ai un autre point aussi qui est important et qui va aussi dans le sens de ce qu'on évoque, c'est que nous sommes aussi face à des métiers de l'alimentation avec parfois une représentation où les métiers de l'alimentation sont des métiers physiques. Et ce que vous disiez tout à l'heure, parfois on a l'image du handicap qui est forcément physique. Donc il y a aussi nécessité à faire découvrir les métiers et à lever parfois des croyances. Voilà, et vous l'avez souligné tout à l'heure, je crois, toutes les situations ne nécessitent pas aménagement. Merci à vous. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin à indiquer aux entreprises qui nous regardent.
Alors moi, j'aurais un petit mot par rapport aux entreprises, donc de bien sécuriser effectivement cette intégration, qu'ils aient vraiment pas peur en fonction du handicap de la personne, hein. Effectivement, il y a ces représentations qui sont là, elles sont existantes. Et il y a donc des outils, en fait, hein, par le biais des outils de dispositifs de droit commun qui existent, notamment la PMSMP, qui est une période d'immersion, hein, qui engage en aucun cas l'entreprise à la suite du contrat, que ce soit sur un contrat en alternance ou un contrat de droit commun, mais en tout cas sécurise et le candidat et l'entreprise à pouvoir en fait continuer l'aventure ensemble. Donc effectivement ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout ce qu'on appelle les préparations à la formation, les prépas en fait. Enfin il y a différents outils sur lesquels on peut mettre en place avec l'entreprise en fonction de son moyen. Ses moyens et surtout ce qu'il souhaiterait envisager à la suite d'un contrat ou autre. Enfin, voilà, on peut sécuriser les choses, donc n'ayons pas peur. Et je terminerai juste sur une chose, on est sur un projet aujourd'hui Cap Emploi, notamment pour, je le disais tout à l'heure, pour remettre l'humain, en fait, vraiment au cœur du projet de recrutement et enlever ces représentations avec un outil un petit peu innovant sur le CV vidéo qui va permettre aux entreprises de prendre contact directement avec ces personnes, puisque ces personnes vont leur adresser effectivement leur projet professionnel directement, en vidéo. On a un scoop. Si pour septembre, voilà. C'est bien. Donc on donne rendez-vous aux entreprises en septembre. Exactement. Oui, peut-être dire qu'effectivement, ça se fait toute l'année. On parle de recrutement, d'alternance en particulier. On parle souvent d'entrée-sortie permanente là, pour ce qui est de l'alternance, pour les centres de formation. Mais c'est le cas de souligner effectivement que ces recrutements, ils peuvent démarrer effectivement par des périodes courtes, d'une journée à plusieurs semaines, finalement, toute l'année. Donc, il y a le Duo-D qui est en novembre, pendant la semaine du handicap, donc qui est un événement national qui est on va dire, orchestré par l'État et pour lequel on est tous associés, tous mobilisés, tous associés. Donc, ça va effectivement d'une journée à plusieurs semaines. Donc, ça peut être le préalable à effectivement un contrat d'apprentissage ou un contrat d'un autre type. Donc, c'est vraiment toute l'année. Et puis aussi, par rapport aux personnes, c'est un enrichissement des deux côtés. C'est-à-dire que ça peut permettre le recrutement en alternance en particulier aussi, pour les personnes parce que bien souvent elles peuvent être éloignées de l'emploi ou avoir des difficultés par rapport aux représentations que peuvent avoir les employeurs effectivement. Et pour les employeurs, ça peut permettre d'avoir des personnes qui sont souvent très motivés, qui ont des parcours qui peuvent être atypiques aussi. Donc, ça permet de faire évoluer les pratiques, de ne pas forcément se limiter à un CV avec des trous, de regarder peut-être ce qu'il y a derrière, et puis d'avoir des profils auxquels on n'aurait pas pu accéder peut-être dans un autre contexte, et du coup de remettre aussi en question les pratiques de l'entreprise, parce qu'on le disait, il y a souvent besoin de rien en termes d'adaptation, d'aménagement de poste, mais quand il y a besoin, ça peut permettre justement de remettre à plat ce qui est fait dans l'entreprise, éventuellement équiper finalement toute l'entreprise pour anticiper les besoins, et que finalement, de fil en aiguille, on n'ait plus besoin au fil des années d'adapter, puisque si les entreprises se jouent le jeu, on va dire, et puis adaptent finalement l'ensemble des postes d'emblée. Un exemple tout simple, un siège ergonomique, si tout le monde a un siège ergonomique, finalement, peut-être que la personne qui avait besoin de ça, elle arrive dans une entreprise, il y aura besoin de rien par rapport à elle. Donc c'est aussi les pratiques qui évoluent, et idem au sein des centres de formation. Alors, il n'y a pas l'obligation en entreprise d'avoir un référent handicap, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est qu'à partir de 250 salariés. Mais disons que les choses progressent, et c'est un enrichissement mutuel, et tout au long de l'année, notamment par le biais de l'alternance. Merci. Ouais. Oui. Pour rebondir sur ce qu'évoque Isabelle Régnier, c'est vrai que c'est intéressant que les entreprises ouvrent et parlent du handicap ouvertement, puisque il n'y a pas que le recrutement, il y a aussi les salariés qui, au regard des accidents de la vie ou d'événements, peuvent se retrouver du jour au lendemain en situation de handicap. Donc il y a aussi la question de l'évolution, de l'adaptation des postes, et c'est important ce que vous évoquiez, parce que penser l'intégration de personnes, c'est penser aussi finalement l'accueillance de son entreprise et la qualité de vie au travail. Donc finalement, c'est aussi quelque chose qui diffuse et qui bénéficie, à mon sens, à tous les salariés. C'est-à-dire que c'est important. On intègre des personnes avec des contraintes, et en réfléchissant à ces contraintes-là, finalement, elles bénéficient à tous. C'est la qualité de vie de chacun qui s'améliore. Voilà, donc je dirais que c'est aussi un vecteur d'amélioration des conditions de travail pour toute l'entreprise.
Et puis de ne pas forcément rester dans son coin, parce que souvent les entreprises, les TPE ou les petites PME font des choses par elles-mêmes, sans se faire accompagner, alors qu'il y a tous ces services dont on vient de parler, qui sont gratuits, en tout cas qui sont entièrement pris en charge et dont toutes les entreprises peuvent bénéficier. Donc surtout ne pas hésiter à se faire accompagner. Alors ça peut être la porte d'entrée Cap Emploi quand il s'agit d'un salarié, qu'on identifie un besoin. Donc on peut se dire ça, on va dire, que ça va être la clé d'entrée quand on identifie quelque chose. Donc de ne pas hésiter, parce que je parlais des aides à l'embauche, des aides incitatives. On est persuadé que beaucoup d'entreprises n'en bénéficient pas parce que soit elles ne connaissent pas, soit elles ne font pas la démarche de faire la demande. Pour donner un ordre d'idée, l'an dernier, on a eu 459 contrats en alternance qui ont été aidés par la GFIP en Nouvelle-Aquitaine, majoritairement en apprentissage, 83% de mémoire. Donc c'est peu finalement, on imagine, par rapport au nombre total de contrats qui ont concerné des personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'était pour l'occasion de rappeler tout à l'heure qu'effectivement il y a une démarche à faire en particulier. Et au-delà de ces aides incitatives, effectivement, s'il y a un besoin, effectivement souvent il n'y a pas besoin, il y a des aides, il y a de l'accompagnement, Cap Emploi, le CRFH, et des aides aussi financières derrière s'il y a besoin. Et peut-être juste une dernière chose de souligner par rapport aux organismes de formation, on a une particularité, en tout cas la Nouvelle-Aquitaine a été initiatrice en la matière, puisque ce service qui est proposé donc via le CRFH, le service d'appui, de coordination, il est né en fait en Nouvelle-Aquitaine et a été déployé du coup sur l'ensemble du territoire français sous le nom RHF, Ressources Handicap Formation. Et une autre initiative qui est née en Nouvelle-Aquitaine et qui a fait des petits, c'est une plateforme de prêt et d'essai de matériel qui s'appelle ici Epatec, qui peut permettre de disposer de matériel dans un premier temps avant d'en acheter ou d'avoir une démarche sur le long terme. Tout à fait. Merci à vous. Je pense que les entreprises qui nous écoutent ont compris qu'il y avait des enjeux assez forts, à la fois pour elles, pour effectivement recruter, qu'il y avait toute une série d'acteurs tout à fait utiles et pertinents pour à la fois être concis et être accompagnés dans cette démarche de recrutement des travailleurs handicapés. Voilà. Encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas, dans la partie commentaires de YouTube, il y a les différents liens qui vous seront utiles, vers lesquels vous pourrez effectivement avoir accès aux informations qui ont été communiquées. Merci. Merci.